Le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif. Aujourd'hui, en commençant, je m'adresse aux investisseurs autonomes. Vous gérez vous-même, vous débutez dans l'investissement autonome. On vous dit, ouvre-toi un compte de courtage en ligne, c'est facile, tu achètes et tu vas faire de l'argent, tu ne payes pas de frais. Ça, c'est beau, mais c'est très, très simple. Pourquoi on peut aussi vivre des catastrophes? Je vais vous raconter une histoire qui est inspirée de l'actualité. C'est le 19 septembre dernier. Il y a eu une publication dans Finance et Investissement où on parlait d'une dame qui s'appelle Hua Yu. Elle a poursuivi sa firme de courtage à la Cour des petites créances, réclamant des dommages correspondant à la différence entre la valeur d'action d'une société de biotech qu'elle a achetée et lorsqu'elle a fait les transactions exécutées. Et là où l'argent est disparu de son compte, eh bien, il s'est passé quelques jours. Elle voyait les actions baisser à ce moment-là et ça perdait beaucoup d'argent qu'elle venait juste d'investir. Mais ce que la dame ne savait pas, c'est qu'il arrive avec les institutions bancaires qu'on peut avoir des montants qui sont débités, mais qui ne paraissent pas automatiquement dans son compte bancaire. Alors, la somme était toujours là. Elle était aussi dans son compte de courtage. Et si elle avait voulu, elle aurait bien pu revendre les actions qui se mettaient à chuter vraiment dramatiquement dans son compte, mais elle pensait qu'elle ne pouvait pas le faire puisqu'elle voyait aussi l'argent dans son relevé de la banque TD. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est de la méconnaissance, c'est de l'ignorance, mais on ne peut pas plaider ça devant un juge et c'est pour ça que la Cour a donné raison à TD Placement Direct. La dame ne savait pas ce qu'elle faisait et ne savait pas comment la plateforme justement fonctionnait. Eh bien, franchement, si elle avait été voir un conseiller en disant « Je veux faire des investissements en biotech », en analysant le portrait de la personne, peut-être qu'elle aurait été refusée dans une firme de courtage traditionnelle puisqu'elle voulait des investissements risqués sans trop connaître. Alors, est-ce qu'elle suivait les recommandations de quelqu'un, d'un forum ou de quoi que ce soit? Il est clair qu'avant de s'aventurer dans le terrain très glissant du courtage autonome, vous devez faire vos classes, vous devez savoir ce que vous faites et surtout y consacrer énormément de temps pour la lecture et aussi pour la pratique. Le balado, le planif. Au balado Le Planif, on a Vincent Danfous comme invité. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. On parle de planification financière ici, mais pourquoi pas planification après carrière professionnelle des athlètes et des artistes? Et puis je pense que tu es un modèle là-dessus, dans le sens que il me semble que très tôt, tu as commencé à t'y intéresser. Et si tu veux, on pourrait commencer avec l'actualité. Lane Hudson a signé finalement. On dit de part et d'autre, c'est un beau contrat. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis absolument d'accord. C'est un contrat qui est favorable aux Canadiens de Montréal. Puis les partisans devraient se réjouir de ce contrat-là parce que le noyau devient de plus en plus gros, plus solide, avec des jeunes joueurs très talentueux qui ont des contrats qui permettent à l'organisation et à Kent Hughes d'entourer ces grandes vedettes-là avec des joueurs qui vont les aider à gagner la Coupe Stanley éventuellement. Est-ce que sous les 10 millions, c'est la surprise? Mais dans le cas de Lane Hudson, c'est les 8 ans pour moi qui sont une surprise à ce montant-là, parce que c'est quand même long. Il a seulement 21 ans. Fait que lui, il avait des options d'attendre puis de voir un marché qui change à chaque année. Le cap salarial monte. Donc, il y a d'autres joueurs un peu dans la même situation que lui qui ont signé un petit peu plus haut. Puis c'est lui qui était le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur l'année passée. Donc, un peu surpris, mais en même temps, Kent Hughes fait de l'excellent travail. Puis je pense que c'est le fait que ce trio-là de Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin Saint-Louis soit tellement respecté par les joueurs actuels, ça les aide à garder ce noyau-là à Montréal. Okay. Si en haut, c'était pas aussi solide, mais je pense que les joueurs penseraient plus à eux puis partiraient plus facilement. Alors, tout le monde croit au plan de Kent Hughes puis à l'organisation. Tout le monde embarque. Puis ça va influencer les prochains qui vont venir, les Demidov, les Bolduc, les plus jeunes, Fowler, le gardien de but qui est à Laval. Toutes les jeunes vedettes qui montent dans l'organisation vont être maintenant
obligés ou ils vont devoir décider est-ce qu'ils veulent suivre les traces des Suzuki, des Caulfield, des Slavkowski, des Hudson. Ouais, quel exemple quand même. Hein? Exact. Faut que ça commence à avoir beaucoup d'influence à l'intérieur de la chambre, puis la culture s'est créée. J'imagine aujourd'hui, dans l'entourage de Hudson, on doit penser planification, organisation. Et dans ta carrière aussi, mais je pense pas qu'il y avait autant d'encadrement dans les années 90 pour justement gérer l'après-carrière. Et dans ton cas, est-ce que ça a été ton entourage ou toi, tu en étais conscient qu'il fallait gérer l'après-carrière? Ben, mon entourage, oui, mais mes parents étaient très économes. Ma mère est la plus vieille d'une famille de 7 enfants. Mon père, c'était le plus jeune d'une famille de 21, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père avait des dettes d'études et c'est le seul dans les 21 enfants qui était à l'université. Donc, ils se sont trouvés très jeunes à devoir être très serrés dans leur budget. Puis moi, j'ai appris comme ça. Fait que très jeune, j'étais économe. Je faisais 25 $ par semaine quand je jouais junior majeur. Puis je trouvais le moyen d'économiser. Fait que ça te donne une idée. J'essayais de penser à ça. Puis je pense que ce qui m'a influencé plus tard aussi, c'est mon conseiller Pierre Lacroix, qui est un agent très reconnu, qui est devenu directeur général à Québec. Puis il a gagné la Coupe Stanley à Colorado éventuellement. Et Pierre avait tendance à amener les joueurs de hockey, des jeunes joueurs de hockey, dans les négociations de contrat. C'est comme ça que j'ai eu la piqûre, moi. OK. Donc, ma première négociation de contrat avec les Leafs de Toronto, j'avais 18 ans, je venais de me faire repêcher. Et on était à l'aéroport d'Orval avec M. McNamara, qui était le directeur général des Leafs de Toronto. Et moi, j'étais assis à un lunch d'affaires. Puis je disais pas un mot, j'écoutais, puis je trouvais ça extrêmement intéressant. La façon déjà, Pierre... à 18 ans, tu étais spectateur de tout ça, puis la machine... Oui, puis ça, c'est très rare aujourd'hui. C'est rare que les athlètes sont impliqués dans les négociations, même s'ils disent rien. Juste écouter, voir. Pierre, il disait, c'est ta vie, je veux que tu sois là. C'est très respectueux, là, quand même. Absolument. Puis c'est... il y a beaucoup de directeurs généraux qui n'aiment pas ça parce que ça les déstabilise un peu que je sois là. Ils ne peuvent pas parler contre moi. Fait que, c'est difficile. Négociation à la baisse en parlant des défauts du joueur, c'est mal placé. Non, c'est ça. Fait que c'était intéressant. Puis moi, ça m'avait donné le goût d'en connaître plus puis de connaître ma position de force, position de faiblesse quand c'est le temps de négocier. Parce qu'en bout de ligne, là, c'est Lane Hudson qui a pris la décision. Puis c'est Vincent D'Anfos qui prenait la décision. Est-ce qu'on pousse plus ou j'accepte l'offre de l'équipe? Oui, mais il paraît que ça vient de lui, qui disait que là, il est temps que ça se règle, là, la saison, ça débute. Oui, il y a beaucoup d'influences externes, mais à la fin, là, c'est le joueur qui décide, OK, c'est assez, ou OK, on continue, ou OK, je vais m'en aller ailleurs, je vais rester ici. Il y a plusieurs... chaque négociation de contrat amène des dynamiques différentes. Puis moi, j'en ai vécu plusieurs. Puis à chaque fois, je savais exactement où je me situais dans la négociation pour savoir si je pouvais tirer la couverte un peu plus ou... Oh, là, c'est pas le temps. Donc, tu avais déjà très tôt de l'introspection sur ta valeur. Absolument. Ce qui a aidé aussi, au début de ma carrière, les salaires n'étaient pas divulgués. Donc, dans la chambre de hockey, on ne savait pas ce que notre coéquipier faisait. Puis à travers la ligue, on ne savait pas ce que les autres faisaient. Non, mais les stats, les points et donc, tout faisaient qu'on pouvait se donner une idée. Ben, on se donnait une idée. Je savais au niveau des statistiques c'était quoi comparé à d'autres. Mais au niveau monétaire, j'avais aucune idée comment les autres faisaient dans la ligue. Ça, c'est arrivé au début des années 90. Mais Pierre, donc, tu te fiais à ton agent pour connaître le marché un peu. Mais c'était pas exact. Surtout que les salaires ont commencé à divulguer au début des années 90. Là, je savais exactement où je me situais, comparé avec les autres joueurs de la Ligue. Tu crois que ça a aidé ou ça a nuit les joueurs, la divulgation? Ah, ça l'a absolument aidé. Comment tu veux te comparer si tu sais pas, si tu connais pas le marché? Il n'y a pas de marché si tu n'as pas de divulgation de salaire. La divulgation est venue de l'Association des joueurs? Entre autres, Bob Goodenough, quand il est arrivé au début des années 90 comme directeur de l'Association des joueurs, essayait de nous influencer parce que au départ, les joueurs ne voulaient pas que ça soit divulgué, ce qui était un peu bizarre. Mais il y a une question de, OK, c'est privé, certains joueurs ne voulaient pas être embarrassés, peut-être que je fais moins que l'autre, fait que j'aime autant. Ouais. Ben, chacun sa vie personnelle, puis là, les fans, les voisins et tout. Oui, mais finalement, on a eu le vote majoritaire de tout le monde, puis quand ça a débloqué, puis tout le monde savait ce que les autres joueurs faisaient, bien là, c'était beaucoup plus facile de négocier, puis de voir dans le marché où tu te situais. Dans les années 90, tu as touché la Coupe Stanley.
Oui. Et je pense que dans ta promotion, ces années-là, dans le repêchage, tu es un des seuls, sinon le seul. Au niveau dans mon année de repêchage en 86, je pense que Brian Leach a gagné aussi avec les Rangers de New York. Mais oui, j'ai quand même une belle carrière dans tous les joueurs qui ont été repêchés en 1986. Ouais. J'ai quand même une longue carrière. J'ai été chanceux d'avoir gagné la Coupe Stanley ma première année à Montréal. Oui, mais avec une production incroyable. Vincent, je t'amène maintenant à parler, à discuter de la planification de l'après-carrière. Est-ce que pendant que tu étais dans le vestiaire, ça arrivait que vous échangiez sur, je sais pas, des opportunités d'affaires ou faire des investissements pour préparer son futur? Certains joueurs, oui, mais moi, c'est pas là, moi, que j'ai vraiment eu... c'est pas comme ça que j'ai commencé, vraiment. Non. J'étais toujours intéressé à les négociations de contrats avec la Ligue nationale, donc les conventions collectives. Ouais. J'étais tout essayé de comprendre un petit peu la même chose que quand je négociais mon contrat. Je voulais savoir où je me situais, mais c'était la même chose dans les négociations avec la Ligue. Malheureusement, je te dirais peut-être... 80% des joueurs qui s'en foutent complètement, qui ne savent même pas c'est quoi les enjeux quand c'est le temps d'avoir une convention collective, ils se fient sur les autres. Puis moi, je voulais être celui qui donnait de l'information aux autres. Fait que j'étais toujours impliqué comme représentant des équipes au départ. Très jeune, j'étais au courant de ce qui se passait. Je lisais la convention, j'essayais de comprendre les enjeux. C'est comme ça que je me suis intéressé à la business du sport, avant la business autre que le hockey. Ouais. Fait que j'étais représentant des équipes. Puis éventuellement, vers la fin de ma carrière, j'ai été nommé pour représenter les joueurs dans l'exécutif. Fait que je suis devenu vice-président de l'association des joueurs. On était 7 joueurs actifs avec nos avocats et nos représentants qui négociaient une convention collective nouvelle avec la Ligue nationale. Fait que et là, on a eu un lockout en 2004 pendant 400 jours. L'année 2004-2005 a été annulée. Et moi, c'était ma dernière année de contrat. J'avais un contrat à ce moment-là avec l'Avalanche du Colorado. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais j'avais signé avec le Colorado, avec Pierre Lacroix. C'est ça, et tu n'as pas eu le temps d'aller sur la Et on n'a pas joué. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'apprenais le business du sport, le business du hockey. J'essayais de négocier une convention collective, essayer d'amener les meilleures conditions pour les joueurs. Puis pas juste pour ma situation personnelle, mais pour les jeunes joueurs comme Lane Hudson, pour les joueurs dans le milieu de vingtaine, puis les plus vieux, puis essayer que ça soit fair pour tout le monde. Est-ce que c'était un souci, en plus de les informer puis les aider à négocier, les amener à réfléchir et planifier pour avoir des économies de côté? Oui, ça, c'est très individuel, mais une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a maximisé l'argent que les joueurs ne voyaient pas, que ça en allait directement dans le fonds de pension. Fait que le fonds de pension, on entend souvent les joueurs qui jouaient dans les années 70-80, qui n'ont pas beaucoup d'argent aujourd'hui dans les fonds de pension. Ouais. Ça, on a maximisé. Fait que le joueur ne le voit même pas. Tu sais, il joue, il va avoir son salaire, mais en plus de ça, il y a le maximum qu'il peut avoir au Canada et aux États-Unis dans les fonds de pension. Fait que quand il prend sa retraite, s'il joue 10 ans, mais il va être correct. Okay. Et l'association a joué un rôle, justement, pour l'établissement ou encore peut-être le modernisme, améliorer les fonds de pension? Oui, mais dans un système de cap salarial, ce qui se passe, c'est que les joueurs ont la moitié des revenus hockey. Donc, à ce moment-là, une fois que tu as la moitié, comment tu le divises? La Ligue, vraiment, ça ne les dérange pas beaucoup. Tu veux-tu mettre de l'argent dans les fonds de pension, dans les salaires? À qui tu veux les donner? Aux plus vieux, aux plus jeunes? Okay. Les autres, c'est juste l'allocation de l'argent. La redistribution de l'argent, la Ligue s'en fout un peu parce que c'est pas grave. Ça change rien pour eux. C'est juste nous autres de trouver une façon de le mettre le plus juste possible pour qu'il y ait autant de bénéfices pour les plus vieux qui ont beaucoup d'expérience et les plus jeunes. Fait que c'est comme ça. Puis nous autres, la façon qu'on a trouvé de maximiser justement l'après-carrière des joueurs, c'est de mettre le maximum dans le fonds de pension. Même si ça enlève un peu d'argent de la portion de la tarte dans les salaires. Ben oui. Parle-moi maintenant de tes décisions d'affaires. Tu as été un actionnaire très visible auprès des spas, les spas scandinaves. Je pense que l'engouement pour le spa, tu as eu une vision de ce côté-là, bien avant la mode. Ben, j'aimerais dire que c'est moi qui ai eu la vision, mais c'est pas moi qui ai eu la vision des spas. C'est les deux promoteurs. Je jouais pour le Canadien à ce moment-là. Puis
pour faire l'histoire complète du Scandinave, moi, j'avais acheté un terrain au Mont-Tremblant en 98, puis je bâtissais... Près de lac Ouimet? Pas loin du lac Tremblant, là, sur OK. pas loin du village de Mont-Tremblant, là, le nouveau village qui bâtissait au début des années 90, qui est maintenant très connu. Ouais. Moi, j'avais décidé de m'installer là, bâtir. Puis là, l'opportunité d'investir dans un nouveau projet à 1 kilomètre d'où je bâtissais ma maison m'a été présenté. J'ai accepté d'écouter ce qu'il y avait à dire. Ça faisait 12 ans que je jouais dans la Ligue nationale. Puis j'étais prêt à investir dans une business, puis prendre le risque de perdre l'argent que j'allais investir. Moi, c'était ça mon thinking. Je disais, OK, oui, c'est une bonne idée, mais si ça ne fonctionne pas, au moins, je vais apprendre quelque chose, puis je vais me lancer en affaires. Puis ces deux gars-là travaillaient pour Intra-Ouest. Un qui était en finance, l'autre était en marketing. Ils avaient sécurisé un terrain sur le bord de la rivière du Diable à Tremblant, puis ils cherchaient du capital. Okay. Les banques ne savaient pas trop c'était quoi, ça, les bains scandinaves, puis de sauter dans la rivière après un sauna. Puis ça, c'était très, très... il y en avait juste un au Québec, c'était le Polar Bear à l'époque. Puis, à Saint-Sauveur. Fait que c'était pas très connu, fait que les banques étaient frileuses un peu. OK. Et moi, j'écoutais ça, puis je cherchais un capital de 300 000 pour un projet d'1,5 million. Fait que je trouvais que le risque en valait la peine. Fait que j'ai investi. Et en plus de ce prêt-là, de mon investissement, j'obtenais 25 % de la business. C'est comme ça que je suis devenu actionnaire des spots scandinaves. Et c'est un succès rapidement. Ben oui, parce que là, il y en a à Whistler, il y en a à différents endroits. Bon, on a eu plusieurs étapes à Tremblant. On a agrandi 5 fois. On a eu plusieurs phases d'agrandissement. Ensuite de ça, en 2006, on a ouvert Blue Mountain en Ontario. 2009, c'était le Vieux-Montréal, le Scandinave Vieux-Montréal sur de la commune, sur le bord du fleuve. Et 2010, c'était Scandinave Whistler. Et maintenant, on a un terrain à Edmonton qui va être notre 5e, probablement en 2028, qui va ouvrir. On se lance dans les constructions probablement à l'automne prochain. Fonds de solidarité est devenu partenaire aussi. Oui. Bien, il y a 3 ans, j'ai acheté mes partenaires. Donc, je suis devenu actionnaire majoritaire il y a 3 ans. Et je suis devenu président exécutif du conseil d'administration. J'ai refait mon conseil d'administration parce que tous les actionnaires étaient au board. Alors, au conseil d'administration, quand j'ai acheté mes partners, mais il ne restait plus personne sauf le représentant du fonds, Louis, qui est avec nous autres depuis 18 ans, et moi. Donc, je suis devenu président exécutif du board. On a reformé notre board, on a amené des femmes au board, des idées nouvelles, des gens indépendants qui sont super smart, qui ont des bonnes idées. Puis, alors, on est 5 alentour de la table, incluant moi, puis on a des belles discussions, puis c'est super motivant. Le fonds est actionnaire avec moi, puis ils m'ont aidé à faire la transaction pour acheter mes partenaires il y a 3 ans. Bravo Vincent. Alors, on dirait que la fibre du sport, c'est transmis du côté de la business, finalement. Oui, absolument. Je suis très motivé. On est maintenant à 400 employés, incluant les massothérapeutes, qui sont des travailleurs autonomes. On a une belle business, des beaux sites. Tu sais, quand tu regardes la map au Canada, puis tu te dis, OK, c'est quoi les sites 4 saisons les plus achalandés au Canada? Whistler, c'est numéro 1. On a Tremblant dans l'Est qui est numéro 1 aussi. Et Blue Mountain en Ontario. Tous les gens de Toronto s'en vont vers le nord. C'est la seule montagne presque avec Horseshoe Valley où tu peux faire du quotidien, est-ce que tu te mêles, je ne sais pas, du marketing, même de l'embauche ou des choses comme ça? Non, on a des équipes fantastiques. Moi, je parle à mon président tous les jours. C'est vraiment... Je ne suis pas dans les opérations quotidiennes. Plus au niveau du board. Et moi, j'aime ça aussi dans le développement de l'entreprise, essayer de trouver des nouveaux sites. Puis celui d'Edmonton, je vais être impliqué pas mal dans le design. Puis j'ai des idées peu des améliorations que je veux faire, des nouvelles tendances. Puis je veux garder notre ADN du Scandinave. Je veux que le monde reconnaisse ça quand même, parce que le monde apprécie venir au Scandinave. On a un beau site, puis ça va être excitant de le planifier, de le designer. Puis... Je pense que ça a servi énormément à Tremblant aussi, hein? Oui, au début, on était vu comme des menaces un peu
chaînes d'hôtels, puis on n'était pas sûr, OK, est-ce qu'on veut être partenaire avec eux autres? Et maintenant, on a des partenariats avec tout le monde. On est vraiment complémentaires à l'offre hôtelier là-bas. Beaucoup de monde qui viennent même juste pour revenir aux Scandinaves puis repartir. Ils viennent pour la journée. Ouais. J'étais là en fin de semaine passée, moi, avec ma conjointe, puis c'était fantastique. Là. Il y avait beaucoup de monde. C'est les couleurs à Tremblant. Oui, vraiment. C'est vraiment... tu peux y aller l'été, tu peux y aller l'hiver, et il peut pleuvoir, il peut faire beau. On est vraiment... Je te confirme, avec une grosse neige qui tombe, c'est fantastique, le décor. Magnifique, c'est ça. Vraiment. Je vais à la rivière. Moi, je saute dans la rivière, même au mois de janvier. Moi, je suis rendu assez... c'est ma routine quand je vais à Tremblant, c'est d'aller à la rivière du Diable. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé si tu regardes le monde du hockey aujourd'hui et comment les jeunes sont pris en main, puis tu compares avec ton époque, qu'est-ce qui est frappant? Bien, la grosse différence, quand j'ai commencé, je faisais 90 000 Canadiens. Donc, ce que Pierre Lacroix me disait à l'époque, c'était « mets ton argent à la banque ». Puis après ça, éventuellement, si t'es bien, t'achètes une maison. Puis là, t'as une hypothèque, puis essaie de payer ton hypothèque le plus rapidement possible. Puis là, tu te retrouves à l'année 5-6 de ta carrière. Puis une fois que tu as payé ta maison, là, tu cherches des investissements, puis peut-être trouves quelque chose qui va t'allumer après ta carrière. Mais là, au milieu des années 90, il y a eu Eric Lindros qui est arrivé, Alexandre Daigle, deux contrats qui ont vraiment changé la donne dans comment, qu'est-ce que tu fais. Oui, c'était spectaculaire pour les deux. Ben là, t'es rendu, tu fais 3 millions ta première année, si tu peux pas mettre ton argent en banque puis t'attendre à ce que ce soit la meilleure stratégie. Non. Donc, il y a maintenant des équipes, les firmes d'agences maintenant sont beaucoup plus professionnalisées. C'est pas juste négocier ton contrat, maintenant, t'as du monde qui va t'aider à placer ton argent, t'as des gens qui vont t'éduquer comment ça fonctionne. Puis il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est comment t'entourer pour ton entraînement, ta nutrition, pour maximiser tes chances de performer, parce que c'est encore très, très difficile. Oui. On parle de Lane Hudson, mais il y en a plusieurs qui essayent et qui ne réussissent pas. Donc, c'est pas tous des superstars. La grosse majorité des jeunes vont essayer, ils ne pourront pas se rendre jusqu'à la fin, ou ils vont jouer dans les mineurs, vont jouer en Europe. Et qu'il n'y a pas juste la Ligue nationale, puis il n'y a pas juste des multimillionnaires, il y en a de toutes sortes. Fait que l'agence, souvent, les meilleurs vont avoir plusieurs clients dans toutes ces gammes-là de valeurs, si tu veux. Puis il y en a qui aiment plus être conservateurs, puis il y en a qui aiment plus avoir des stratégies plus agressives. Il n'y a pas deux profils pareils. On est un peu comme une mini-société, les athlètes. C'est pas tout le monde qui est pareil. C'est pas du copy-paste, là. Alors, moi, je voulais m'informer, j'étais plus entrepreneur, j'avais cette fibre-là, je voulais m'impliquer, mais c'est pas tout le monde qui veut faire comme moi, là. Il y en a d'autres qui veulent juste mettre l'argent, puis ils savent même pas trop comment est-ce que ça évolue, mais il y a des gens qualifiés, j'espère, pour ces athlètes-là, qui s'occupent de leurs choses, puis qui sont honnêtes, puis qui font du bon travail. C'est ça la clé, de bien s'entourer. Même moi, aujourd'hui, je suis entouré de beaucoup de monde qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui quand c'est le temps de prendre des grandes décisions, je m'entoure bien. Puis ça, c'est je pense que c'est important de faire ça. De ne pas penser que tu connais tout. Moi, je suis secondaire 5, puis que j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. J'ai pas appris ça à l'école. C'est la vie. J'ai une discipline, c'est la vie. J'ai appris avec mes expériences. Et j'ai appris très tôt que quand tu t'entoures de bonnes personnes, tu es beaucoup plus fort. Le balado, le planif. La question du beau-frère. La dernière question, c'est une question du public. On va te poser ce qu'on appelle ici la question du beau-frère. Le beau-frère, des fois, il est dans le champ, mais ce coup-là, il l'est pas trop. Yann de Chambly, il dit « Mon neveu de 15 ans est un super joueur de hockey. J'espère, toute la famille espère qu'il fera la Ligue. Et si ça se produit, comment s'assurer qu'il ne dépense pas tout son argent? L'argent lui brûle déjà les doigts quand il y en a un peu. » Ouais, ça, c'est pas évident, mais c'est de l'éduquer maintenant. À 15 ans, de lui faire comprendre que, premièrement, faut que les gens comprennent qu'à 15 ans, il y en a beaucoup qui sont très, 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 très bons, puis qui pensent faire la Ligue nationale. Okay. Il y a des millions de jeunes qui essaient de faire la même chose, puis il n'y en a pas beaucoup qui se rendent jusqu'à la fin. Fait que
même quand tu commences dans la Ligue nationale, de rester là longtemps, c'est difficile. Donc, avant de tout brûler ton argent, si j'avais à parler à un jeune, c'est concentre-toi avant de dépenser ton argent à t'assurer de bien te préparer, puis de garder la tête froide, puis de travailler, puis de te coucher de bonne heure, puis de bien manger, puis de faire les choses. Finalement, c'est l'actif le plus important, c'est la santé de l'athlète. Ouais. C'est la santé de l'athlète, puis ton focus. Puis j'ai vu beaucoup d'athlètes qui commençaient à avoir des intérêts à gauche pas à droite, puis ils oubliaient que le gagne-pain, c'est vraiment c'est peut-être les performances sur la Alexandre patinoire. qu'on parlait tantôt, hein? Il y avait d'autres intérêts. Oui, mais je parle pas d'Alexandre particulièrement, mais il y en a d'autres avec qui j'ai joué, avec qui j'ai évolué, que je nommerai pas, mais c'est ça, des fois, faut que tu restes concentré sur tes choses. Puis c'est pas évident, des fois, quand tu as de l'argent disponible, il y en a qui dépensent plus que d'autres, mais ça, c'est la nature humaine. Il n'y en a pas deux pareils, comme j'ai dit. Il y en a qui s'achètent un plus gros char que l'autre, puis ça, c'est correct, mais on a beaucoup, beaucoup de temps à vivre après la carrière de hockey, encore. C'est bien dit, c'est une belle conclusion. Il faut que tu en mettes de côté. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Encore des découvertes avec Isabelle Bérard. L'angle mort d'aujourd'hui, une piste incontournable. Il faut absolument que vous preniez en note le sujet d'aujourd'hui. Oui, bien Fabien, en fait, si j'avais à te poser une question, selon toi, c'est quoi ton actif le plus précieux? Bien, rapidement comme ça, avant de me faire attraper, je veux dire, c'est mon épouse, mais c'est pas un actif, c'est un amour. Alors, si je réfléchis, c'est peut-être, je sais pas, ma capacité de continuer à travailler, d'engendrer des revenus. Je pense que c'est ça. Toute ma tête. Bien, tu as raison, en fait. Les gens vont avoir souvent comme réaction, c'est ma maison ou mes enfants ou mes placements. Aussi, hein? Oui, mais l'actif le plus précieux, c'est nous-mêmes. En fait, le plus précisément, comme tu l'as mentionné, Fabien, c'est notre capacité à générer des revenus. Ouais. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que la maison, les placements, les voitures, les voyages et tout ça, si on les possède, si on peut en profiter, c'est grâce à notre capacité à générer des revenus. Ouais. Et malheureusement, les personnes vont être très enclines à assurer leur maison, à assurer leur voiture, mais quand vient le temps de s'assurer soi-même, parfois, on est mal servi, si je peux dire. Mais est-ce que tu parles de l'assurance décès là, ou l'assurance maladie? En fait, on parle davantage de l'assurance invalidité. Il y a une statistique qui m'a vraiment frappée tout récemment. C'est Statistique Canada qui a fait une enquête sur l'invalidité, l'incapacité entre 2017 et 2022. Et il y a 8 millions de Canadiens en âge de travailler qui ont déclaré une invalidité. On parle ici de 27 % de la population active. C'est une personne sur 4. Oui, mais ça peut être une invalidité sur une courte période ou même permanente, mais tout est là-dedans, je crois. Oui, c'est ça. Tout est là-dedans. Ça peut être une invalidité court terme ou une invalidité long terme, mais les gens n'ont souvent pas contracté une assurance invalidité personnelle parce qu'ils se pensent à l'abri de ça. Mais ce qu'on voit, là, quand même, une personne sur 4 qui a déclaré une invalidité, c'est pas anodin, puis c'est pas quelque chose qui se produit. Ça me rappelle une donnée que j'ai su récemment sur la maladie grave, c'est que lorsque, avant de décéder, s'il y a un diagnostic de maladie grave, on a une période de 2 à 3 ans d'appauvrissement. Puis s'il y avait de l'assurance invalidité dans des cas, peut-être qu'on réussirait à avoir une certaine paix d'esprit. Oui, mais je vais donner 2 exemples. Ouais. Donc, disons que vous aviez l'habitude de mettre 5 % de votre revenu de côté par année en épargne. Donc, vous avez de l'épargne. Puis là, vous vous dites, s'il m'arrive quelque chose, j'ai un coussin, je vais être capable d'y arriver. Et que vous avez 6 mois d'invalidité, vous pourriez, en 6 mois, volatiliser le 10 années d'efforts d'épargne que vous avez fait. Donc, le rattrapage est énorme. On comprend que si on n'a rien pour nous aider. Et si on pense plus à une invalidité totale, là, ce qui serait vraiment... on ne peut plus jamais travailler. Non, on ne peut plus jamais travailler.
On comprend qu'on pourrait potentiellement recevoir certaines prestations ou de l'aide gouvernementale, mais quelqu'un qui aurait 35 ans au moment où il devenait invalide puis qui il gagnait un revenu de 125 000 indexé selon l'inflation, bien, à 65 ans, le manque à gagner là, de revenus qu'il n'a pas reçus, on parle de plus de 5 millions de dollars. Wow. Donc, imaginez le trou que ça fait dans un budget d'une famille si vous avez un conjoint et des enfants, ça peut être gigantesque. Donc, la vraie solution, évidemment, il existe des assurances invalidité individuelles. Il y a des personnes aussi qui pensent qu'ils sont bien protégés parce qu'ils ont un régime d'assurance collective avec leur employeur. Mais peu prennent le temps de lire la couverture d'assurance. De regarder les exclusions. Les exclusions, mais aussi la durée. Souvent, les régimes collectifs vont avoir une durée maximale de 2 ans, ce qui veut dire qu'après 2 ans d'invalidité, ils vont cesser de vous payer la prestation. Ou encore, il y en a qui vont prévoir un remplacement d'un certain pourcentage de revenus, mais jusqu'à un plafond. Et si vous êtes parmi des personnes qui gagnaient des revenus un peu plus élevés, bien, le plafond annuel pourrait représenter là, un faible pourcentage de remplacement de revenus. Puis des fois, il faut penser que durant les périodes où on est invalide, on n'a plus la capacité d'épargner et de financer sa retraite future. Puis donc, les plans financiers viennent de subir des secousses. Bien, c'est sûr que là, si on n'est plus capable d'épargner pour sa retraite, ça vient effectivement venir hypothéquer nos vieux jours. Et il y en a qui pensent aussi, bien, si jamais je devenais invalide, bien, je pourrais toujours aller emprunter de l'argent, mais malheureusement, les banques ne financent pas les personnes qui ne sont pas aptes à générer un revenu. C'est ça, on va financer bien souvent, c'est ça, on demande des preuves de revenus. Hein? Oui. C'est ça. Donc, vraiment, l'assurance invalidité, là, c'est la solution. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on va facilement assurer notre maison, notre voiture, mais de grâce, assurer votre bien le plus précieux. Peut-être petite question en terminant. Est-ce qu'on assure, si on a le choix, là, sa vie ou l'invalidité, si on avait à choisir entre les deux? Eh mon Dieu, c'est quand même délicat comme question. Je vous dirais que c'est sûr que l'invalidité, la capacité à générer un revenu, c'est vraiment super important. Les risques d'invalidité sont beaucoup plus grands. Les probabilités d'invalidité sont beaucoup plus grandes que votre probabilité de décéder, selon votre âge, évidemment. Merci pour cet éclairage, encore une fois. Un autre bon conseil. Le balado, le planif. Le planif. C'est comme ça que ça se termine. Vous avez des questions, vous souhaitez en savoir davantage sur les sujets dont on a parlé, alors écrivez-moi fm@fabienmajor.com. Gros merci à l'équipe de Cube Studio pour la production, montage et location des installations. Vous pouvez les contacter pour vos besoins, tout simplement en écrivant à pub@cube.ca. Et ce balado, cet épisode, il est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca, aussi sur toutes les autres plateformes de podcast et sur YouTube. Le balado Le Planif est aussi diffusé à la radio et télé sur la chaîne Cube les samedis à midi et dimanche 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.